Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette session de l'Actuarial Week dédiée à un thème à la fois technique, stratégique et de plus en plus central, les ART, Alternative Risk Transfer. Merci à chacun d'avoir pris le temps de se connecter. L'intérêt grandissant pour ces mécanismes d'assurance alternatifs montre à quel point la gestion du risque évolue et à quel point le marché de l'assurance doit s'adapter à des expositions de plus en plus complexes, plus volatiles et parfois même bien moins couvertes par les solutions d'assurance traditionnelles. L'idée aujourd'hui est de poser les bases claires de ce que recouvrent les ART, comprendre leur logique par rapport à l'assurance et à la réassurance classique et avoir des applications concrètes à travers différents outils. On va garder tout au long de cette présentation, de ce webinaire, une approche pratique et tout de même pédagogique pour que chacun puisse avoir une vision claire, même si le sujet peut paraître pointu au départ. La session durera environ 1 heure et sera organisée de la façon suivante. 3 interventions complémentaires, puis un temps de questions à la fin. N'hésitez surtout pas à poser vos questions au fil des présentations. On en sélectionnera un certain nombre pour la discussion finale. Nous avons aujourd'hui 3 professionnels avec des angles très complémentaires, ce qui va nous donner une vision assez complète des ART. Le premier intervenant, M. Louis Anquès, il va commencer par une vision globale en abordant la réassurance dans sa globalité, afin de poser le cadre et de comprendre comment les ART s'inscrivent dans l'écosystème global du transfert de risque. Le deuxième intervenant, M. Daniel Kamini, enchaînera avec un focus sur un outil particulier et intéressant, avec une forte croissance, l'assurance paramétrique. Ensuite, pour terminer, nous continuerons avec M. Philippe Talus, avec qui nous aborderons le sujet des captives. Chaque intervention durera environ 15 à 20 minutes. De mon côté, et accompagné bien sûr de mon collègue Matheus, nous serons là pour introduire les différentes parties, assurer les transitions entre les intervenants et gérer la sélection des questions qui seront posées et avec lesquelles on fera des échanges à la fin. Sans plus attendre, je vous propose d'entrer dans le vif du sujet et pour commencer, je passe la parole à Monsieur Louis Anquès. Bonjour je vais passer sur les slides suivantes, celle de ma présentation pour commencer. Je voulais commencer par vous présenter mon parcours et comment je suis arrivé jusqu'au transfert alternatif du risque, comment ça impacte mon métier au quotidien. J'ai commencé par une double licence en mathématiques et en économie à Orsay. J'ai découvert ce fabuleux métier de l'actuariat avec différents professionnels qui intervenaient un peu comme le format de ce soir sur des thématiques assez particulières et techniques. Ça m'a tout de suite intéressé par ce côté, on va dire, multidisciplinaire de l'actuariat. À la suite de cette première formation universitaire, j'ai intégré l'ENSAE. J'ai complété ça avec des masters en stats et finance, un peu plus, on va dire, calculatoire. Et après des stages qui confirmaient mon envie de faire de l'actuariat, j'ai rejoint la CPR. La CPR, c'est l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution. C'est une autorité administrative qui a pour but de favoriser la stabilité financière dans l'intérêt de la clientèle, des banques et des assurances. À la CPR, j'ai eu un premier poste qui était dans le contrôle sur place chez les organismes d'assurance, donc les entités d'assurance comme celles qu'on pourra voir ce soir ou tout au long de la semaine, des très grandes, des plus petites, sur des risques plus ou moins euh, traditionnels et des risques non traditionnels. Je vais arriver aux ART bientôt. Euh, c'est des contrôles sur place qui sont sur des enjeux plutôt stratégiques et complexes. Alors, il y a des équipes qui passent 2, 3, 4, 5 mois chez un assureur pour bien comprendre ses problématiques,
comment ils les traitent, est-ce qu'ils respectent la réglementation, est-ce qu'in fine, il est solvable. Et c'est ça le rôle de l'actuaire dans ces missions de contrôle sur place. Il y a une- tout un champ différent aussi, on va dire, de réglementation que j'ai découvert moi en entrant à la CPR, qui complète un petit peu cette vision de l'actuariat calculatoire et qui me plaisait aussi par ce côté multidisciplinaire. À la suite de ces 3 premières années en contrôle sur place, j'ai intégré un service de contrôle permanent, anciennement appelé brigade de contrôle. Dans ce service, je m'occupe de la supervision d'un portefeuille d'assureurs et de réassureurs. C'est un service qui est dédié aux entités de réassurance et aux entités avec des risques spécialisés, on va dire, par exemple la responsabilité civile médicale, donc une activité assez complexe, des entités qui ont un profil de risque particulier du fait, par exemple, d'une grande exposition à l'immobilier, des entités qui sont des assurtech, qui font de l'assurance paramétrique. Tout ce type d'entité, on le retrouve dans le service dans lequel je travaille actuellement. Et c'est pour ça que je suis là ce soir. Ouais, en parallèle de ça, j'ai aussi, je copilote le groupe de travail réassurance à la CPR qui s'occupe du transfert de risque d'une entité d'assurance vers une entité de réassurance ou vers des marchés financiers quand il s'agit de titrisation. On y reviendra dans un second temps. Euh, je ne sais pas si les slides passent ou pas, mais je vais continuer comme ça. Euh, En fait, pour partager les slides, je pense que je dois arrêter de partager. Maintenant, si vous pouvez réessayer de partager votre écran, s'il vous plaît. Euh, du coup, je vous ai présenté assez rapidement mon parcours et comment je suis arrivé aux ART. Si on rentre dans le vif du sujet, l'ART, ou transfert de risque alternatif, c'est des solutions qu'on va dire complémentaires, parallèles aux solutions d'assurance traditionnelles de l'assurance et de la réassurance. Quand une entreprise, que ce soit une entreprise industrielle et commerciale ou une entreprise d'assurance, a besoin de transférer ses risques parce qu'elle souhaite protéger son bilan, son compte de résultat, sa solvabilité, elle peut, en complément, en fonction de ses besoins, faire appel à des solutions non traditionnelles, donc des solutions qui ne sont pas la police d'assurance que vous connaissez traditionnellement, qui va vous couvrir un incendie, le contrat de réassurance, par exemple un code-part en accident sinistre assez traditionnel, avec des conditions générales. Là, elle va pouvoir faire appel souvent à des courtiers qui vont l'aider à construire ces solutions de transfert de risque alternatives et sur mesure pour l'entité, l'entreprise commerciale ou industrielle ou l'entreprise d'assurance, l'entreprise de réassurance, pour transférer le risque qu'elle a besoin de transférer quand elle ne trouve pas de couverture, on va dire standard sur le marché, quand la capacité sur le marché peut être insuffisante, difficile à trouver pour certains risques, elle peut s'orienter vers des solutions qui sont plus particulières et des couvertures réellement sur mesure. Dans ces différents types de couverture sur mesure, on va en aborder deux plus en détail avec les intervenants suivants qui sont l'assurance paramétrique et les captives. Mais on a aussi toutes les solutions, on va dire, de capital avec la titrisation, transférer son risque sur les marchés financiers, par exemple avec les obligations catastrophes, où euh, le paiement de cette obligation intervient en cas d'événement, moyennant une rémunération. Nous, on se focalisera dans la suite de cette soirée sur les captives et l'assurance paramétrique avec les deux interlocuteurs suivants. On trouve aussi, c'est des solutions qui peuvent être, on va dire, structurées ou pluriannuelles, où on va définir en partenariat avec son assureur, son courtier, une solution qui va nous permettre de lisser un peu plus le risque dans le temps que les contrats d'assurance et de réassurance traditionnels qui sont souvent à échéance un an, ou des solutions de partage de bénéfices un peu plus avancées que les contrats traditionnels. Donc, toutes les solutions alternatives, c'est des solutions, on va dire, en fait, un peu plus sur mesure pour
définir pour transférer le bon risque qu'on a choisi de transférer à un assureur sur une couverture qui n'existe pas forcément, qui n'est pas forcément standardisée sur le marché. On les appelle alternatives pour cette raison-là. Elles sont différentes des solutions traditionnelles. Euh, on en parle beaucoup en ce moment, mais ça fait un moment que ça existe. Et vous trouverez, par exemple, quand j'avais commencé à me documenter sur le sujet il y a quelques années, des livres assez anciens, mine de rien, pour, par exemple, les premières captives d'assurance ou de réassurance, les premières solutions de titrisation de risque, donc de transfert de risque dans les marchés financiers. C'est des solutions qui sont existantes depuis un moment, mais qui ne sont pas standards et donc qui nécessitent à chaque fois on va dire un petit coup de développement pour les adapter aux besoins spécifiques, pour vraiment les tailler sur mesure aux clients et ensuite transférer les bons risques. Ça, c'est un peu le panorama des solutions ART. Et vous verrez tout à l'heure deux solutions particulières. Je le redis, captive d'assurance et assurance paramétrique. Moi, dans mon métier, c'est sur la slide suivante, Mathéo, s'il te plaît. Je m'occupe de contrôler le respect de la réglementation par les acteurs qui sont régulés, notamment dans le secteur assurantiel. Ces acteurs, assureurs, réassureurs, peuvent faire appel à ces solutions. Et le but pour moi, c'est d'aller vérifier les impacts en termes de solvabilité, de gestion des risques que ces solutions, une fois qu'elles sont mises en place, soit qu'elles sont achetées pour se couvrir, soit qu'elles sont vendues à des courtiers, ont sur le ratio de solvabilité, le calcul des provisions techniques d'un assureur, d'un réassureur. Par exemple, si on a une solution qui est pluriannuelle, comment est-ce que l'assureur intègre bien euh, qu'il soit engagé sur plusieurs années, ce qui change de ses contrats, on va dire, traditionnels. Si malheureusement c'est un contrat déficitaire, est-ce qu'il provisionne bien dans le temps les pertes qu'il va subir? Au contraire, si c'est un contrat bénéficiaire, comment cette rentabilité future est provisionnée sous certaines conditions réglementaires. On a par exemple sur les contrats qui vont transférer des risques sur les marchés financiers, notamment tout ce qui va être cas de bons d'assurance paramétrique au sens large, vérifier l'impact du transfert de risque, parce que le transfert de risque, entre ce qui est modélisé et ce qui sert de déclenchement à un outil tel qu'un cas de compte, peut être différent des pertes qui vont être subies par l'assureur ou le réassureur. Donc c'est d'essayer d'avoir une approche, par exemple par scénario, de savoir si le cas de compte il va se déclencher à chaque fois et donc indemniser l'assureur, est-ce qu'il aura le droit ensuite de reconnaître dans son, ses exigences de capital de solvabilité requis, parce que ça pourra diminuer ses exigences. Si le cas de bond se déclenche bien à chaque fois dans des scénarios, on va dire, catastrophiques, euh, pour ceux qui ont déjà bien entamé leurs études d'actuariat dans les scénarios à 99,5, les pires scénarios, est-ce que le cas de bond se déclenche bien pour atténuer les pertes? Donc on va faire ces études-là on va regarder aussi surtout ces études-là qui sont produites par assureurs et réassureurs pour vérifier si le risque de base est maîtrisé. Donc, si le risque de base, c'est la différence entre la couverture réelle et la couverture apportée par un instrument euh, ad hoc. Et une grande partie de mon temps aujourd'hui, c'est de m'occuper des captifs de réassurance et notamment leur dossier d'agrément et le suivi de leur vie dans le temps. Ça, Philippe vous en parlera un peu plus en détail tout à l'heure. Mais moi, le but à la CPR, c'est de voir pour ces nouvelles entités d'assurance et de réassurance, comment est-ce qu'elles vont gérer leurs risques à partir d'un historique de sinistre qui est fourni par le groupe qui les détient, à partir d'un certain niveau de récension de risque choisi, de transfert de risque aux assureurs, à quel point la structure est solide financièrement en termes de gestion des risques et en termes de gouvernance. C'est un peu mes axes d'analyse de tout assureur, mais là transposé aux captives et aux instruments qui relèvent des transferts de risques alternatifs. Je crois que j'ai un peu fait le tour et si vous avez des questions, j'y répondrai avec plaisir ensuite. Merci beaucoup, monsieur, pour votre intervention. J'encourage tout le monde à penser à poser des questions. À la fin des interventions, on transmettra les questions aux intervenants. Merci beaucoup. Et maintenant, j'invite à prendre les paroles monsieur Daniel Nkameni.
Ok. Bonsoir, bonsoir tout le monde. J'espère que vous voyez mon écran. Oui, Et on le là, voit. j'espère que vous le voyez en plein écran maintenant. Oui. Ok. Donc, bonsoir à tout le monde et bienvenue aux personnes qui nous ont rejoints après le début. Donc, le but aujourd'hui, c'est de présenter des solutions de transfert de risques alternatifs et l'assurance paramétrique fait partie de l'une de ces solutions. Donc, le but aujourd'hui sera de présenter l'assurance paramétrique avec quelques exemples d'applications. Bon, je vais commencer déjà par présenter un peu plus en détail quels sont les avantages, pourquoi est-ce qu'on parle d'assurance paramétrique et aussi sa position vis-à-vis de l'assurance indemnitaire. Donc, comme lui, je vais vous présenter mon parcours assez rapidement. Il nous a demandé de le faire. Mais l'objectif, c'est surtout de permettre, surtout aux étudiants qui sont parmi nous, de voir quels sont les différents parcours qui peuvent conduire à l'actuariat. Et pour des personnes qui sont intéressées par l'actuariat, de voir comment est-ce qu'ils pourraient structurer leur projet professionnel pour y arriver. Donc, en ce qui me concerne, j'ai eu une formation de statistique à la base, j'ai eu de statisticien à la base, pardon. Et j'ai eu mon diplôme d'ingénieur d'application de la statistique en 2021. En parallèle, j'ai fait un master en ingénierie financière que j'ai terminé en 2022. Puis j'ai rejoint l'INSAE de Paris, où j'ai fait une formation d'actuaire, la voie actuariale de l'INSAE de Paris. Et en parallèle de ce master, j'ai également fait une formation en statistique et finance à l'Institut Polytechnique de Paris. Donc, actuellement, je suis en doctorat, donc je fais une thèse de chiffres. Je travaille 50% du temps et je fais la thèse 50% du temps. Et donc, pour ceux qui sont intéressés par le doctorat, c'est également un bon dispositif de thèse que beaucoup d'étudiants ne connaissent pas. Donc, si vous avez des questions dans ce sens, je pourrais répondre à une ou deux à la fin. En ce qui concerne l'expérience professionnelle, donc comme je vous ai dit, j'ai fait de la statistique avant, statistique pure. Et dans le cadre de cette formation, je suis passé par le programme alimentaire mondial, par le programme des Nations Unies pour le développement en tant que analyste de données ou data scientist dans certains cas. Puis quand j'ai rejoint l'actuariat, pendant ma formation à l'INSAE de Paris, je suis passé par l'Actis dans le cadre d'un stage, puis Deloitte dans le cadre d'un projet avec l'INSAE de Paris, notamment sur les risques climatiques dont on va parler tout à l'heure. Et j'ai fait mon stage de fin de formation, pardon, chez SIA Partners. Donc, sur un sujet qui était également lié à la statistique et à l'actuariat, donc un mélange des deux. Et comme je vous l'ai dit, actuellement, je travaille comme consultant en actuariat chez Lethalitics France. Et en parallèle de tout ça, dans le cadre du doctorat aussi, je donne des cours ou des TD en fonction des écoles à l'INSA de Paris, à l'Euria et à l'INSTA de Paris. Donc, c'est ça pour mon parcours. Entrons dans le vif du sujet sur l'assurance paramétrique. Et avant de parler de l'assurance paramétrique, faisons un petit focus sur les risques émergents. On en parle beaucoup. On parle beaucoup des risques émergents mais je me rends compte que beaucoup ne savent pas exactement de quoi il s'agit. Donc, déjà, les risques émergents, ce n'est pas uniquement les risques cyber et les risques climatiques, contrairement à ce que nous pensons tous, moi, je le pensais avant. Mais il y a beaucoup plus que ça. Donc, les risques émergents, France Assureur recense au total 24 risques émergents, parmi lesquels justement les deux que nous avons cités tout à l'heure. Et de façon générale, on parle de risques émergents quand on a une certaine difficulté à le capter parce qu'il est nouveau ou alors parce qu'il n'y a pas suffisamment d'historique lié au PET pour pouvoir modéliser ce risque-là de façon efficace. Donc, dans les risques environnementaux, par exemple, on a les risques de dérèglement climatique, ou communément appelés les risques climatiques. Et dans les risques des technologies, on a les risques cyber, donc, ou bien les risques de cyberattaque. Donc, pourquoi est-ce que ces deux reviennent souvent beaucoup dans les discours? C'est parce que quand on regarde le classement des risques émergents en termes de sévérité et aussi de fréquence, les risques de cyberattaque et les risques climatiques sont en tête du classement. Et c'est le cas depuis environ 5 années aujourd'hui. En 2025, les deux étaient ex aequo à la première place. Et quand on regarde les chiffres également, c'est assez inquiétant parce que on est à près de 310 milliards de dollars de coûts liés aux catastrophes naturelles dans le monde. Avec en ce qui concerne l'Europe en particulier et le risque d'inondation, on est à près de 10 milliards de coûts. Ça, c'est sur l'année 2024 uniquement. Euh, Si on regarde les risques cyber également, on constate une hausse des types d'attaques, une diversification des types d'attaques. Et une chose également qu'on remarque, c'est que les méthodes de couverture actuelles, l'assurance traditionnelle, comme on aime bien l'appeler, rencontre parfois certaines difficultés à couvrir ces risques émergents de façon générale. C'est pour ça qu'on pense à des solutions alternatives et c'est également pour ça qu'on pense à l'assurance paramétrique, qui est jusqu'ici beaucoup utilisée dans la couverture des risques climatiques et qui depuis quelques années
est également proposé comme une excellente solution pour pouvoir couvrir contre les risques cyber également et d'autres types de risques émergents dont nous aurons l'occasion d'en parler, notamment les risques liés au changement politique qui causent parfois des émeutes ou alors des attaques terroristes. Certaines personnes envisagent il y a des possibilités de proposer des produits d'assurance paramétrique pour ce genre de risque. Donc, en gros, l'assurance paramétrique se positionne comme une solution alternative pour pouvoir couvrir contre les risques émergents de façon générale. Donc, est-ce que quelqu'un a parlé? Non, ok. Donc, c'est quoi l'assurance paramétrique? L'assurance paramétrique, c'est une forme d'assurance ou bien c'est une forme de couverture qui contrairement à l'assurance indemnitaire qui se base sur une expertise de terrain, détermine le montant à verser à un assuré sur la base d'un paramètre ou bien sur la base d'un indice, comme on le dit, comme on aime bien le dire. C'est pour ça que vous verrez souvent le terme assurance paramétrique ou assurance indicielle. Les deux, c'est la même chose. Donc, la première étape consiste à construire un paramètre qui décrit un phénomène qui ensuite sera lié à une perte économique. Je présenterai quelques exemples tout à l'heure. Donc, en assurance climatique, par exemple, les paramètres qui sont communément utilisés sont des données météorologiques, dans certains cas des données satellites également. Et l'idée, l'idée est de construire ce paramétrique de façon à refléter au mieux possible la perte de l'assuré. Donc, si on prend par exemple le cas d'une couverture paramétrique contre le risque d'inondation, il faut que le paramètre construit par exemple sur des données de précipitation ou bien des températures soit lié au mieux possible à la fréquence et également à la sévérité des inondations. Donc, nous reviendrons dessus, sur cet aspect-là par la suite. Donc, la construction d'un paramètre, c'est du paramètre, pardon, c'est la première étape et c'est une étape très importante dans la vie d'un produit d'assurance paramétrique. Donc, pour aller un peu plus loin dans la présentation ou bien la définition d'une assurance paramétrique, en général, on fait une comparaison avec l'assurance indemnitaire ou bien l'assurance traditionnelle. Donc, d'où le terme alternatif, comme on disait tout à l'heure, parce que l'assurance traditionnelle fonctionne comme ce que vous avez sur le graphique qui est au-dessus. Donc, en cas de perte, en général, ce qui se passe, c'est que l'assureur est notifié et l'assureur envoie un expert sur le terrain qui évalue le sinistre. Ça, c'est en général le cas pour des gros sinistres et surtout ceux qui ne sont pas forfaitaires. Donc, l'assurance envoie un expert sur le terrain ou bien des experts sur le terrain pour évaluer le sinistre. Et c'est sur la base de cette évaluation que l'entreprise d'assurance détermine le montant à verser à l'assuré. Ça prend beaucoup de temps, ça coûte cher parce qu'il faut déplacer des experts. Et quand on parle de beaucoup de temps, parfois ça peut être très long. En France, par exemple, les catastrophes naturelles, eh bien, certaines catastrophes naturelles sont gérées sous le régime CatNat, qui dans certains cas, juste pour la déclaration de l'état de catastrophe naturelle, peut durer plusieurs mois, voire même dans certains cas des années. Avec l'assurance paramétrique, l'idée, c'est de calibrer un paramètre une fois déclenché, euh, fait en sorte que l'assuré reçoive son indemnisation dans les jours, voire les semaines qui suivent au grand max. Donc, on peut prendre des exemples, hein. Si on prend par exemple le cas de l'assurance agricole, et c'est un exemple dans lequel on utilise beaucoup l'assurance paramétrique. Si un assuré, par exemple, décide de se couvrir contre des pertes de rendement avec l'assurance traditionnelle, en général, ce qui est fait, c'est que, bon, à la fin de la période de récolte, un expert vient, évalue la récolte de l'assuré et fait des calculs pour pouvoir déterminer s'il y a eu une perte de rendement ou pas. En général, c'est en gros ça. Maintenant, c'est avec certaines subtilités, bien sûr. Avec l'assurance paramétrique, l'idée, par exemple, dans ce cas-ci, c'est de calibrer un indice sur la base, un modèle, pardon, sur la base de la température, la précipitation, l'humidité dans la zone où le champ se trouve. Et dès que cet indice-là franchit un certain seuil, automatiquement, l'assuré reçoit son argent. Et vous verrez par la suite qu'il y a, c'est un produit qui est largement utilisé. Il y a beaucoup d'exemples de cas où c'est appliqué. Avec l'assurance cyber également, récemment, lors de la dernière journée 100% actuelle, justement, un produit comme celui-ci a été présenté par une entreprise qui est assez avancée dans tout ce qui est assurance paramétrique. Et ce qu'elle proposait, par exemple, c'était de couvrir contre des pertes liées à des vols de données en se basant entre autres hein, sur le volume de données volées qui servait comme paramètre et qui permettait de calculer un montant qui se rapprochait au mieux de la perte que l'assuré a subie due à ce vol de données. Euh, à quoi est-ce que le marché ressemble? Donc, je l'ai dit assez rapidement.
Ok, donc comme j'expliquais, on constate que la proportion des gestionnaires de risques qui recommandent l'assurance paramétrique comme étant une solution de couverture contre certains types de risques, comme ceux que j'ai cités au début, est en forte augmentation. Donc environ 27% en 2022, et je pense que ça a beaucoup augmenté entre cette période-là et maintenant. Pourquoi l'assurance paramétrique? Ou bien quels sont les avantages de l'assurance paramétrique? Bon, déjà, comme pour ceux qui n'ont peut-être pas prêté attention, donc l'idée ici, c'est de proposer une couverture qui se base uniquement sur un indice ou un paramètre pour pouvoir déterminer le montant à verser à un assuré. Donc, l'un des avantages, le premier avantage qui vient naturellement à l'esprit, c'est la réduction du risque de fraude parce que c'est un indice qui, quand il est bien construit, en tout cas, ne devrait pas être influencé par l'assuré d'aucune façon possible. Donc, ça réduit le risque de fraude. Comme on a dit tout à l'heure, la réduction des coûts d'expertise parce que on n'a plus besoin d'envoyer un expert sur le terrain pour pouvoir évaluer le sinistre. Donc, ça fait gagner en temps par l'entreprise d'assurance. On a la réduction de tout ce qui est aléa moral parce que, comme on l'a dit, le comportement de l'assuré n'a pas de gros impact sur l'indice. Il y a la réduction de l'antisélection également qui est présentée comme un avantage. Un autre gros avantage de l'assurance paramétrique, c'est la réduction de la vitesse, pardon, de la durée d'indemnisation. Donc, ou bien une augmentation de la vitesse d'indemnisation. Parce que quand le modèle est bien construit, il y a des outils informatiques qui récupèrent, par exemple, immédiatement des données satellites après le sinistre, qui récupèrent les données satellites, qui calculent immédiatement le montant versé à un assuré et qui envoie ce montant-là via des API dans son compte bancaire en maximum 10 jours, en maximum une semaine, dans certains cas, ce qui fait gagner en temps énormément. Un autre avantage de l'assurance paramétrique, c'est également la maîtrise du risque. Bon, vous aurez les slides après, vous pourrez lire tous les détails que j'ai présentés si vous le souhaitez. Mais en gestion de risque, avec des produits, surtout avec des risques émergents où on a parfois des difficultés à pouvoir modéliser le risque correctement dû au fait que l'historique est très faible. Avec l'assurance paramétrique, l'assureur, pardon, a en général une bonne compréhension et une bonne maîtrise de l'indice, et qui peut lui permettre de mieux piloter son risque en assurance paramétrique. Bon, tout ça est très beau, mais bien évidemment, pour ceux qui suivent bien, vous avez remarqué, c'est basé sur un modèle. L'assurance paramétrique, c'est un modèle qui se base sur un indice pour pouvoir calculer la perte, le montant à verser à un assuré en cas de perte. Euh, il y a le plus gros challenge, si on va dire ça comme ça, de l'assurance paramétrique, c'est qu'il y ait un écart entre le montant prédit par le modèle et la perte réelle que l'assureur a subie. Bon, il y a énormément de travaux scientifiques et même des travaux en entreprise qui sont faits pour pouvoir réduire cet écart-là, donc pour pouvoir réduire le risque de base au maximum possible. Mais une chose sur laquelle j'aimerais insister, c'est que ce n'est pas, à mon avis, et c'est aussi l'avis de plusieurs experts du domaine, le point sur lequel il faut se focaliser. Parce que dans tous les cas, ça reste un modèle. Nous sommes des statisticiens pour la plupart, au minimum des mathématiciens. Ça reste, c'est très illusoire de s'attendre à ce que un modèle colle à 100% sur la réalité. Donc, on sait qu'il y aura un écart, et c'est pour ça qu'on a présenté tous les avantages de l'assurance paramétrique que vous avez vu précédemment, parce que on s'attend à ce que ces avantages-là puissent compenser d'une certaine façon cet écart-là. Donc, le risque de base, c'est quelque chose qui ne pourra jamais être supprimé à 100%. Mais l'idée, c'est de concevoir des produits de façon à ce que les indemnisations ou bien les payouts soient les plus proches possibles des pertes réelles que les assurants ont subies. Donc, avant de terminer, ok, donc si on prend le cas par exemple des Caraïbes avec leur produit contre les ouragans et les tremblements de terre. Donc c'est basé sur un indice sur un indice assez connu dans la région, donc je ne vais pas entrer en détail dessus. Ce sont des indices qui sont en général construits soit par des experts du domaine, ou alors en accord avec la littérature et avec les informations collectées sur le terrain. Donc, l'idée de l'indice, c'est en tout cas qu'il soit le plus proche possible du vrai phénomène qu'on essaie de modéliser. On peut prendre un autre exemple, comme par exemple, bon, le cas de la Chine et de l'Éthiopie. Ce sont des indices qui sont basés sur la pluviométrie. Donc, l'idée ici, c'est de collecter des données de pluviométrie, soit en utilisant des stations météo ou des données satellites dans certains cas, parce que de nos jours, on a des satellites qui sont capables de mesurer le niveau de précipitation dans des zones. Et depuis les années 2000, je pense, que ce soit la NASA ou bien l'Agence spatiale européenne. Ces deux agences ont rendu une bonne partie de ces données publiques. Donc, vous-même, vous pouvez avoir accès à ces données dans le cadre de vos projets ou de vos mémoires.
Donc, dans ces cas-ci, par exemple, des produits sont conçus sur la base de la pluviométrie pour pouvoir déterminer quand est-ce qu'il faut verser de l'argent à un assuré parce qu'il a subi un épisode de sécheresse ou bien une inondation, par exemple. On a d'autres exemples, comme par exemple aux États-Unis, sur l'assurance paramétrique pour les incendies de forêt. Donc ici, l'idée c'était de mesurer simplement la distance de l'incendie par rapport à une propriété et une fois que cette distance la dépasse un certain seuil, ou bien tombe en dessous d'un certain seuil plutôt dans ces cas, automatiquement un montant forfaitaire, dans ce cas c'était un montant forfaitaire qui était versé à l'assuré. En France, on a le produit d'assurance paramétrique pour les prairies de Pacifica dont on a beaucoup entendu parler au cours des dernières années, qui permet de proposer un produit d'assurance paramétrique pour les prairies en se basant sur des imageries satellites. Donc, c'est un produit qui a une performance plutôt bonne. J'ai présenté quelques chiffres tout à l'heure, mais je ne les ai pas donnés. Mais la précision de leur modèle est aux alentours de 71%, ce qui n'est pas mal pour un produit d'assurance paramétrique. Je vais terminer en présentant comment est-ce que l'assurance paramétrique se positionne vis-à-vis de l'assurance traditionnelle. Et je le dis parce que je sais qu'en général, quand l'assurance paramétrique est présentée comme une solution de transfert alternative de risque, on voit ça comme une solution qui va remplacer l'assurance indemnitaire. Mais c'est pas le cas parce que on voit de plus en plus des acteurs du marché présenter l'assurance paramétrique comme un complément de l'assurance indemnitaire. Donc là, on a dans ce cas, par exemple, qui est à l'écran, un cas où l'assurance paramétrique est utilisée pour des petits risques et ensuite l'assurance indemnitaire reprend le dessus, soit en réassurance ou bien dans le cadre même de l'assurance. On a également des cas où l'assurance paramétrique est utilisée en réassurance plutôt. Donc, au-dessus d'une certaine franchise, on utilise l'assurance paramétrique pour couvrir des gros risques, modélisé d'une certaine façon pour pouvoir prendre en compte tout ce qui est comportement de queue, mais ça se fait. Et ce sont des exemples où l'assurance paramétrique et l'assurance indemnitaire fonctionnent ensemble dans le but de tirer profit des deux, dans le but de tirer profit de la précision de l'assurance indemnitaire et de la rapidité de l'assurance paramétrique pour couvrir contre des risques qui, parfois, avec une seule forme d'assurance, pourraient être mal couverts. Donc, c'est ça pour ma présentation. Si vous avez des questions, on pourra revenir dessus à la fin. Merci. Merci beaucoup, Daniel. C'était très intéressant. Pour faire une petite synthèse, on voit bien qu'à travers l'assurance paramétrique, que les ALT permettent d'introduire plus de flexibilité et parfois d'être plus en adéquation avec le risque réel et la couverture mise en place en fonction des risques. Pour terminer de cette série d'interventions, nous allons aborder une autre dimension très stratégique, les captifs. Je vais donc passer la parole à Philippe Talleux qui va nous parler des captifs. Il s'agit d'un autre outil clé pour les groupes qui souhaitent optimiser la gestion de leurs risques. Monsieur Philippe Talleux, vous avez la parole. Merci beaucoup, Chelsea. Bonjour à tous. Donc, pour me présenter rapidement, je suis Philippe Talleux. Donc, je suis actuaire depuis 91 ou 92, après des études à l'IX puis à l'ENSAE. Ma carrière professionnelle a commencé par être un souscripteur grand compte responsabilité civile. En entité, je suis resté jusqu'à directeur technique et en charge de la réassurance chez AXA Corporate Solutions. AXA Corporate Solutions est une des entités qui a constitué AXA XL il y a de ça 4-5 ans. Et depuis, j'ai une fonction au groupe AXA et je suis directeur des normes et des standards, c'est-à-dire la personne qui autorise ou non un certain nombre d'opérations. Ma relation avec les captives, elle a été en tant qu'opérationnel chez AXA Corporate Solutions, c'était mon domaine, où j'ai créé accueilli des nouveaux comptes captifs, clôturer certains, faire des commutations, des novations, et je vous indiquerai rapidement ce dont il s'agit. Et aujourd'hui, je pilote la politique captive pour le groupe parmi mes différentes activités. Alors, pour parler des captives, on va juste quelques nombres. Alors, je ne vais pas en donner beaucoup. Mazars, sur un rapport de 2023, dit qu'il y a 700 captives dans le monde et 200 pour des sociétés dont la maison mère est basée en France. Alors, la captive, qu'est-ce que c'est ? Quand on parle de captive en assurance, en fait, on parle de société captive d'assurance ou de réassurance de groupes industriels dont l'activité principale n'est pas l'assurance.
C'est donc une filiale qui a une autonomie et une activité qui n'est pas dans le core business de sa maison mère. Là, c'est une filiale qui est généralement rattachée à la holding du groupe, qui est une compagnie d'assurance ou de réassurance, avec des besoins de capitaux qui sont relativement différents, excusez-moi, qui sont différents selon qu'on pratique une activité d'assurance ou de réassurance. Ce sont des sociétés qui sont donc sous la régularité, sous le contexte de régulation de Solvency II, comme Louis en parlait tout à l'heure, et qui demandent donc à avoir un agrément afin d'exercer leur activité. Si on regarde la première chose qui est pourquoi un groupe industriel va chercher une captive. Premier sujet, il faut savoir qu'une captive, c'est un procédé qui a un coût à l'entrée qui est relativement important. Donc, seuls des groupes d'une certaine taille sont en capacité de fabriquer une captive. C'est une solution donc qui ne s'adresse pas à toutes les sociétés industrielles et commerciales, mais seulement aux plus capitalisées, aux plus riches d'entre elles. Alors, ces sociétés, pour les autres, elles sont mécaniquement dans la mécanique classique de l'assurance. Alors, on va chercher sur les groupes industriels et commerciaux une captive pour gérer d'abord des franchises. C'est-à-dire une rétention des sinistres qui est portée par le dit groupe. Alors, la franchise, elle peut être une franchise en proportion, ça a été utilisé en dommage plus tôt, ou une franchise de premier feu, c'est-à-dire la franchise doit d'abord être épuisée avant que la garantie d'assurance se mette en place. Alors ça, c'est plutôt utilisé dans des branches de responsabilité. Le deuxième intérêt de la captive pour un groupe industriel, c'est de garder le bénéfice de mutualisation de ses risques au sein de son groupe. L'assurance, c'est une mutualisation. Donc, si on garde un volume de primes relativement important, on garde cet effet de mutualisation. Ça en étendant cette notion, on va sur un schéma qui est un peu plus compliqué, qui est celui de dire qu'un groupe industriel, c'est constitué de grosses entités et de petites entités, qui n'ont pas toute la capacité financière de porter les franchises négociées par le groupe. Et donc, la captive permet de se mettre en situation de rendre accessible la gestion des risques pour des sociétés qui n'ont pas une grande capitalisation, un grand chiffre d'affaires, une grande capacité d'autofinancement. Dans la littérature, on trouve aussi que c'est un amortisseur à la baisse des conditions de prime qui sont imposées par la cyclicité du marché d'assurance. C'est vrai, mais je reviendrai sur ce point un peu plus loin dans mes propos. Alors maintenant, il faut voir que les captives, elles peuvent être de deux natures, assureur ou réassureur. Le choix de réassurance est généralement privilégié parce que les dites captives portent généralement pas la capacité en propre d'assurer la gestion des sinistres, la gestion des contrats, la gestion des attestations, toute l'administration qui est portée par un contrat d'assurance. Certaines captives vont chercher Certaines captives d'assurance vont toutefois déléguer ou sous-traiter ces activités. Côté compagnie d'assurance, la gestion des captives, c'est une diminution du chiffre d'affaires à marge. C'est-à-dire que la gestion par une captive est beaucoup plus ajustée, la rentabilité des opérations d'assurance est donc plus faible quand une captive intervient sur un compte. Et elle porte aussi un risque qui concerne des risques de capitaux, des risques en termes de risque de crédit. C'est-à-dire qu'une captive, généralement, ce n'est pas un véhicule d'assurance ou de réassurance noté. Et quand il est noté généralement pas à un haut niveau. Donc, on a un risque crédit, donc un risque de défaut qui pèse sur l'assureur. Dans Solvency II, ça veut dire du capital réglementaire en plus. Comment on se prémunit sur ce genre de sujet?
Alors, il y a plusieurs points là. On se prémunit soit par des cautions, soit par des dépôts ou des nantissements concernant les réserves, c'est-à-dire que la captive dépose de l'argent chez l'assureur, ou alors elle nantit chez son acteur, chez son banquier, des actifs au profit des assureurs, ou alors elle va chercher une lettre de crédit. Des fois, la garantie est portée par la maison mère qui garantit la fiabilité financière de la captive. Toutefois, quand on regarde les garanties maison mère, il faut aussi se poser la question de se dire que pour un assureur, on rentre un risque à l'actif et au passif quand on fait ce genre d'opération. C'est-à-dire qu'on rentre un risque sur les actifs parce que c'est les actifs maison mère qui garantissent, et on porte en même temps une charge sinistre de l'autre côté. Les deux risques pouvant être corrélés. Alors, on utilise dans les conventions de réassurance avec une captive, on utilise généralement un certain nombre de choses qui sont des clauses de paiement simultané, et une clause qui est particulièrement importante, qui est la clause qui est de vérifier que le contrat de réassurance par une captive reflète exactement le contenu du contrat d'assurance qui est émis en premier feu par l'assureur. Il faut aussi envisager dans cette opération tous les sujets qui touchent au coût de gestion. Les coûts de gestion, tout à l'heure, on a évoqué les coûts d'expertise, mais là, il s'agit des coûts internes que porte l'entreprise d'assurance, qui peuvent être des coûts de mise en place de programmes internationaux, des coûts d'administration et de gestion des primes, des coûts de gestion de sinistres. Pour revenir tout à l'heure sur un point que j'ai évoqué tout à l'heure, qui est celui de l'amortissement des conditions de prime. Il y a les opérations sur captive d'assurance, elles sont gérées en termes de contrôle par deux grands partenaires. Alors on a la CPR dont on parlait tout à l'heure avec Louis, mais il y a aussi la direction, tout l'aspect fiscal. Et une opération avec une captive, qu'est-ce que c'est? C'est une opération qui doit rester dans les conditions de marché, ou en anglais arm's length. Parce que sinon, on fait porter un risque fiscal lourd sur l'opération, qui est de dire que l'on dévie de la fortune de la holding vers la captive, si les primes sont trop élevées, ou vice-versa, on épuise la captive financièrement en ayant des primes trop basses. Et tout ça arrive rapidement dans les mains du fisc comme un sujet de blanchiment, ou de complicité de blanchiment pour l'assureur qui porte le risque. Donc, pour ce faire, il y a plusieurs. Le fait de rester sur des conditions de marché ou d'en dévier peu pour une option, pour une captive, est un sujet particulièrement important. Et la rétention de l'assureur sur les programmes qui comprennent une part captive est aussi un élément clé. Parce que dans ce genre de domaine, on n'a que des éléments de preuve. On n'a jamais une preuve définitive que l'opération avec une captive est faite dans des conditions de marché. Pour revenir aux différents jobs que crée l'activité captive, il faut pour les actuaires, il faut se poser la question, au moins plutôt, la question des besoins de la captive en termes de nature de service, parce que les groupes industriels ne vont pas devenir des compagnies d'assurance, ils ne vont pas chercher à avoir les mêmes moyens que les compagnies et la même spécificité. Donc on se retrouve avec des métiers qui sont généralement externalisés, qui concernent les réserves, l'administration, les besoins comptables, les besoins fiscaux, les besoins réglementaires. Il y a des activités de conseil, parce que l'enjeu des captives, et en fait, c'est pour cette raison qu'en 2022, il y a eu une modification de la réglementation qui touche aux captives et qu'une capacité d'augmentation des provisions jusqu'à 10 fois la MCR a été apportée aux captifs pour certaines natures de risques, c'est que les captifs portent des actifs.
Alors quand, bien entendu, elles investissent pas dans la dette de leur maison mère, la gestion d'actifs est aussi un des métiers clés qu'on peut faire derrière l'activité des captives. Si on, quand on revient, pour revenir un petit peu sur la réforme de 2022, il y a des points importants qui ont été pris dans cette réforme. Et quand vous regarderez les périls qui peuvent faire l'objet de ces provisions qu'on pourrait appeler provisions de lissage, comme elles existent aussi dans d'autres pays tels le Luxembourg. On arrive sur les risques, sur presque la liste des risques émergents qu'a évoqué Daniel. Et dedans, vous y retrouvez, même si Daniel considère que c'est pas les uniques exemples, on y retrouve tous les problèmes des catastrophes naturelles, les problèmes du risque cyber, du terrorisme et les sinistres de grande ampleur. Car cette capacité-là permet au groupe industriel d'avoir une capacité de financement pour des événements dont la probabilité est non nulle et dont l'ampleur est particulièrement importante. Donc, regarder le métier des captifs sous un angle actuariel est loin d'être une tâche qui ne mérite pas, qui n'a pas d'intérêt. Et c'est sur cette phrase que je vais terminer. Je sais que Chelsea est totalement passionnée par ce sujet et donc elle peut y trouver un grand plaisir, sachant que le nombre de captives migrant vers la France est en augmentation, ce qui implique aussi un autre boulot pour les actuaires, qui est tout le boulot des commutations et des novations des captives anciennes pour transférer les risques dans les captives nouvelles basées sur notre territoire. Je vous remercie pour votre attention et j'espère avoir été suffisamment précis par rapport à l'attente de Mathéus et de Chelsea. Merci beaucoup. C'était bien plus au-dessus de notre attente. Merci à tous les trois intervenants pour la qualité et la complémentarité de vos présentations. Aujourd'hui, on a parcouru un spectre assez large des risques alternatifs de transfert et on comprend bien que le terme ART ne signifie pas juste solution alternative, mais devient de plus en plus des leviers stratégiques pour la gestion moderne des risques. Nous allons maintenant passer au temps de questions et pour ça, j'aimerais commencer par lancer la discussion avec une question. Pour quel type de risque, utilise-t-on l'assurance hybride? Je laisse un de vous trois à votre convenance. Ok, bon, le terme hybride a été utilisé, donc je pense que la question m'est adressée d'une certaine façon. Et donc, hybride, je pense que c'est le thème que j'ai utilisé dans ma présentation pour décrire le produit qui combinait l'assurance paramétrique et l'assurance indemnitaire. Et donc, pour quel type de produit? Je dirais pour tous les produits où l'assurance paramétrique peut s'appliquer, hein, déjà, que ce soit l'assurance agricole ou bien l'assurance des risques climatiques ou bien des catastrophes naturelles. Ça peut s'utiliser. La partie hybride, c'est juste un montage. C'est juste un montage du point de vue assurantiel pour pouvoir prendre en compte certains aspects comme la réassurance ou la réassurance paramétrique et bien d'autres. Donc, l'idée de l'hybride, c'est de tirer profit des avantages des deux. Ça veut dire que si on se retrouve, par exemple, dans une situation où le paramétrique seul a des difficultés, par exemple, à capter les pertes très élevées, mais qui arrive à plutôt bien se comporter sur des pertes, des pertes assez classiques ou bien des petites pertes. Bah, une idée assez directe qu'on peut avoir, c'est de dire, bon, OK, on va appliquer le paramétrique jusqu'à un certain niveau, et au-dessus de ce niveau, on revient à une sorte d'assurance traditionnelle. Donc, dans ce genre de cas, on peut utiliser une assurance hybride, et ça peut être pour l'agricole ou bien autre chose. Et on peut également avoir un second cas où on se dit, OK, là, il y a ce qu'on appelle un protection gap. Donc, il y a un risque pour lequel, par exemple, au-dessus d'un certain niveau, il n'y a pas de couverture parce que ça coûterait très cher de couvrir ce risque-là avec de l'assurance indemnitaire. On se dit, bon, plutôt que de ne rien faire, alors on ajoute une couche de paramétrique au-dessus pour proposer quand même une couverture. Quitte à ce que le risque de base soit très élevé, au moins il y a quelque chose et c'est mieux que rien. Donc, c'est dans ce genre de situation qu'on arrive à appliquer une sorte d'assurance hybride, si on va dire ça. D'accord. D'accord. Merci. Alors, on continuera avec la question suivante. Comment évaluer la performance d'une captive au fil du temps?
Alors, je répondrai, je répondrai probablement pas à la question. C'est ce qui va décevoir la personne qui l'a posée, parce que la captive, en fait, ce qu'il faut voir, c'est qu'on regarde un montage complet. Et la captive n'est qu'un sous-élément du montage. Bien entendu, on regarde les opérations une par une pour les pricer, pour vérifier qu'elles correspondent et pour en amener comment pour arriver à l'intégralité du coût. Sur l'opération captive, vous avez un problème quand vous faites le pricing d'une opération captive, vous avez d'abord, vous regardez toutes les protections dont vous disposez. Et les protections, elles ont un coût de réduction de vos besoins. Elles peuvent avoir un coût de réduction de votre besoin de fonds propres, elles peuvent avoir une réduction de votre problème de couverture d'adossement de vos provisions à des actifs, elles peuvent amener aussi à ce que vous ayez un problème de cash ou pas un problème de cash. Donc chacun de ces éléments-là sont tarifables. Mais ça ne suffit pas. On ne fait pas une opération de captive pour une opération de captive en stand-alone. Ça présente strictement aucun intérêt pour un assureur. La captive, c'est une sous-partie d'un programme général sur lequel le client choisit de prendre une rétention et l'assureur porte tout un ensemble de lignes, que ce soit des montages en ligne ou que ce soit des montages qui soient sur base de SMP, c'est-à-dire en un seul bloc. L'opération captive s'intègre dans cet équilibre global. Ce qui est sûr, c'est que derrière, on fait la tarification de la ligne captivée comme si c'était une ligne qui nous était propre. Et je reviens sur le point qui est particulièrement important, c'est qu'il y a eu des contrôles fiscaux assez sévères sur des opérations de captive qui étaient manifestement pas en conditions de marché et qui permettaient soit de financer la captive au-delà du raisonnable, soit de faire payer des primes qui n'étaient pas raisonnables par le groupe. Et donc la gestion dans le temps, la mise en place d'une opération captive, c'est aussi une opération qui est relativement compliquée, relativement longue, surtout quand elle se met dans le cadre d'un programme international. Donc faire une opération sur une seule année, sur un programme international, c'est quelque chose qu'on évite et on se positionne clairement dans la relation dans la durée. J'espère que ces éléments de réponse vous donnent quelques pistes. Et bien entendu, je ne dévoilerai pas les métriques que nous utilisons. D'accord, merci beaucoup. Je vais peut-être rebondir sur la question. À quel moment une entreprise ou un assureur commence réellement à envisager des solutions ART plutôt que des solutions de réassurance traditionnelles? Est-ce que c'est une question de coût, de capacité de marché ou surtout de nature de risque? Alors, je vais commencer à donner des premiers éléments, mais je pense que mes collègues reviendront dessus. Daniel, tout à l'heure, expliquait que derrière pour une entreprise d'assurance, on a des risques qui sont très compliqués à positionner sur le marché parce qu'on a des limites de capacité d'assurance ou de réassurance. Donc là, tout ce qui est paramétrique va chercher une autre nature d'acteurs ou va chercher des acteurs qui ne sont pas dans le domaine concerné. C'est-à-dire que ça peut être des acteurs étrangers qui viennent acheter des actifs qui sont en face de certaines opérations de titrisation alors qu'ils n'opèrent pas dans le pays concerné. Donc on a un accès à un nouveau marché. Quand vous parlez pour revenir surtout au sujet qui est le mien, qui est le sujet des captives, la première qualité, c'est que l'entreprise doit avoir un risque management relativement fort pour monter une opération de captive. Parce que s'il n'a pas ce risque management relativement fort, c'est-à-dire une capacité de connaissance de ces risques, d'application de plans de prévention, de maîtrise des risques et de quantification des dits risques, l'intérêt, plutôt le risque d'amener la captive dans une situation financière défavorable ou de faire surpayer
les opérations d'assurance est particulièrement élevé. Donc l'intérêt devient particulièrement nul. Concernant les clients, on a vu aussi des programmes d'assurance sur des risques qui ne trouvaient pas de solution, qui avaient été transférés soit à des captifs, soit à des opérations paramétriques quand les capitaux sont beaucoup plus importants. D'accord, merci beaucoup. Alors, on a reçu une question suivante. Le sachet d'une captive par une entreprise mère n'induit-il pas un risque potentiel d'aléa moral? Ça dépend ce que vous qualifiez comme ce qui est qualifié comme aléa moral. La captive partage bien entendu des salariés, en particulier le risk manager et certains de ses cadres avec sa maison mère. Ce qui implique que dans certains sinistres, il y a une position d'être des deux côtés. C'est pour ça que certains groupes aussi, même si c'est pas automatiquement un motif principal, utilisent une captive de réassurance et laissent la main à la gestion des sinistres à leur assureur, de manière à avoir cet équilibre et cette impartialité d'un acteur tiers dans le cadre du règlement des sinistres. Et pour avoir des copains qui sont dans le monde industriel, j'en connais plus d'un qui râle vis-à-vis de leur captive qui ne règle pas les sinistres qu'ils aimeraient qu'ils règlent. Donc ça veut dire que la mécanique marche plutôt bien. D'accord, c'est très intéressant. On va partir un peu du côté de l'assurance paramétrique encore. Quels sont les types d'entreprises ou de secteurs qui adoptent le plus facilement l'assurance paramétrique aujourd'hui? Ok, bon, je vais commencer, mais je pense que les autres intervenants aussi pourront répondre puisque c'est une question assez large. Je l'ai mentionné dans la présentation et je pense qu'il pourra aller au-delà. Bon, déjà, l'agriculture en assurance agricole, le paramétrique est de plus en plus présent. On a également du paramétrique dans tout ce qui est assurance contre les catastrophes naturelles. Donc, on voit de plus en plus l'assurance paramétrique pour la sécheresse, les inondations. Et on a, depuis quelque temps, des propositions d'utilisation de l'assurance paramétrique pour tout ce qui est risque cyber. Et aussi très récemment, je suis tombé sur la présentation d'un produit d'assurance paramétrique pour tout ce qui est émeutes ou en fait les émeutes lors des émeutes pouvant conduire à des destructions de propriétés. Donc je dirais en premier, je dirais l'assurance agricole, ensuite l'assurance contre les catastrophes, les risques climatiques et les catastrophes naturelles en particulier, et ensuite tout le reste, toutes les autres dérivés qu'il peut avoir. Ouais. Donc, les autres intervenants, je pense que s'ils ont des points à ajouter, ils peuvent le faire, mais Moi, quelques cas que j'ai vus, en plus de la liste que tu présentais, Daniel, qui est très en typologie, hein, je te dis pas en nombre en exemple, mais qui est très 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 vaste, très intéressante. On se retrouve quand même avec des trucs type de la grêle sur des parcs automobiles. On peut se retrouver, ça c'est un cas américain. On se retrouve avec des pertes d'exploitation lors de cyclones sur une côte particulièrement exposée pour des restaurateurs. Mais ça touche assez souvent des phénomènes naturels. Et parce qu'en fait, quand vous faites du paramétrique, il faut que le déclenchement soit observable des deux parties. C'est-à-dire que ça soit généralement pas une donnée cachée de la partie sollicitant l'assurance paramétrique. Donc sur tout ce qui est relatif ce qui est relatif au paramétrique, on a ce sujet d'indices observables et visibles. Le trigger peut être un sujet d'événement naturel, mais la conséquence peut être autre chose, une absence de vente ou pour les restaurateurs ou des problèmes de neige qui font que du matériel de ski est pas vendu, ainsi de suite.
D'accord, merci beaucoup. Maintenant, une question peut-être plutôt côté contrôle et audit des captifs. Quelles sont les principales différences, peut-être les principaux défis que l'on peut rencontrer en procédant au contrôle des captifs d'assurance, des captifs de réassurance en comparaison avec les contrôles effectués au sein des entreprises, disons, classiques? Je pense que, comme le disait Philippe tout à l'heure, ces captives, elles partagent un management qui est commun avec le groupe industriel. Et ce sont des personnes qui n'ont pas initialement une expérience d'assurance, d'actuariat, comme on peut trouver dans d'autres, enfin, dans des compagnies d'assurance ou de réassurance. Donc, même si elles sont formées, il va y avoir, on va dire, au niveau de la communication, de la façon d'appréhender les choses, une mécanique qui est un peu différente d'un assureur traditionnel. On est plus dans un risque management que dans un métier d'assureur traditionnel quand on exerce dans une captive, même si on reste une entité régulée. Donc, de notre côté, en tout cas, c'est échanger de façon très proportionnée par rapport aux risques qui peuvent aussi être très variés et assez différents d'un assureur classique. On a un profil de risque qui est beaucoup plus concentré, moins de mutualisation parce que ce que va couvrir la captive, c'est par exemple l'ensemble de ces sites industriels qui partagent des procédures incendie communes, des matériels communs, des systèmes de protection communs ici aussi, donc on a moins d'utilisation là-dessus, moins de diversification, parce qu'on a le même procédé qui est assuré finalement dans de multiples sites. On va avoir, c'est comprendre quel risque elle assure. On peut avoir des conditions d'assurance qui sont légèrement différentes parce que souvent, ce qu'on va intégrer dans les captives, c'est ce qu'on voit, c'est de la perte d'exploitation sans dommage qui existe beaucoup moins sur le marché traditionnel. Et saisir un peu ce risque, voir comment il a été modélisé dans l'historique sinistre de la captive, comment cet historique est tenu à jour, bien intégré, comment le calcul, enfin, statistiquement, faire des calculs actuariels au niveau de la captive, c'est un peu plus compliqué parce qu'on a moins de données. En plus, celles qu'on supervise en France sont là pour la plupart depuis quelques années tout au plus. Il y en a qui sont plus anciennes, mais celles qu'on supervise aujourd'hui en France, elles sont assez récentes et elles se sont surtout créées après l'introduction d'une provision qui permet de lisser les risques dans le temps, la provision pour résilience. On a encore moins de données qu'un assureur traditionnel. Ça, c'est on va dire, le principal défi actuariel là-dessus. Ok, merci beaucoup. Peut-être pour continuer avec ce côté prudentiel, j'ai une autre question. Comment est-ce que la CPR perçoit aujourd'hui le développement des captifs de réassurance en France? Est-ce qu'on sent une posture plutôt favorable, prudente ou encore en construction? Alors, je pense que pour répondre là-dessus, c'est ce que je disais, c'est on a une expérience qui grandit avec le nombre de captifs qui arrivent en France, le nombre de risques différents qui peuvent être pris, des entreprises de très grande taille comme des captives qui rapatrient leurs captives en France, des entreprises de taille plus intermédiaire avec des profils de risque particuliers. Le rôle de la CPR, c'est pas d'être favorable ou défavorable à l'accueil des captives, c'est de superviser des entités qui doivent être régulées, parce que ce sont des entités d'assurance, parce que elles ont potentiellement des bénéficiaires qui peuvent être externes, par exemple en responsabilité civile. Elles interagissent avec des assureurs, elles ont créé un risque de défaut pour les assureurs, même si parce que, comme l'indiquait Philippe, les assureurs se prémunissent, mettent des garanties pour limiter l'impact. C'est une entité qui s'intègre, qui est assez particulière, mais qui s'intègre dans le paysage assurantiel et réassurantiel français, avec des défis qui lui sont propres, notamment en termes de mutualisation, de diversification, de gestion de ses risques. D'accord, merci beaucoup. Si. Alors, euh, il y a encore une question. Est-ce que les solutions de transfert alternatif de risques, comme les captives ou les véhicules de titrisation, constituent seulement une concurrence à la réassurance traditionnelle ou parfois peuvent être complémentaires? Est-ce que c'est possible de construire un modèle hybride utilisant tous les deux la réassurance traditionnelle
est les solutions alternatives? Je doute qu'il n'y ait aucun programme de grands groupes d'assurance qui ne comprennent pas les deux. C'est si vous prenez compte tenu des besoins rien que sur les événements naturels, mixer les deux est toujours une bonne chose. Concernant concernant les captives, il faut aussi vous dire que les assureurs et les réassureurs réassurent joyeusement certaines d'entre elles et font même des montages derrière. Ça, je ne dévoilerai rien pour Louis, mais ils font quand même des montages qui permettent de mettre en œuvre des genres de stop-loss pour protéger la captive contre des fluctuations de sinistralité derrière. C'est-à-dire que faut pas voir ça en opposition. C'est l'opposition, elle existe peut-être en première vue, mais tous ces mécaniques sont des mécaniques qui sont imbriquées. Tout à l'heure, je vous parlais des assureurs absents d'un marché qui interviennent sur de la titrisation. Oui, parce qu'ils le font parce qu'ils comprennent le sous-jacent, mais ils sont pas sur un marché, donc ils n'ont pas la connaissance et l'activité commerciale leur permettant d'être présents. Donc ils se permettent un facteur de diversification rentrant dans la titrisation d'un programme d'un concurrent. Il faut voir le tout comme des éléments qui sont imbriqués imbriqués les uns dans les autres et sur lequel chaque acteur a ses propres critères de choix et ses propres critères de recherche de mutualisation, de diversification dans le cadre de son activité. D'accord. Merci beaucoup pour une réponse très claire. Je pense qu'on a déjà obtenu les réponses pour toutes les questions. Nous tenons de vous remercier, messieurs, pour vos interventions, mais aussi à tous les participants pour leurs activités. Et bien sûr, nous invitons demain à une soirée suivante. Demain, le sujet principal sera l'actuaire comme l'acteur de la durabilité. Merci beaucoup une fois de plus. Merci beaucoup. Nous souhaitons à tous une très bonne soirée. Merci, Merci. merci. Bonne Merci. soirée. Bonne soirée à vous.